Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team Catch-up passent au crible tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée mais sans cesse renouvelée. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu de la WWE. Welcome to Friday Night. SmackDown, ça se passe à Hershey, Pennsylvania, USA. C'est le 1175e SmackDown du nom. Ça se passe dans l'arena, ça s'appelle le Giant Center. Au commentaire, Michael Cole et Pat McAfee qui est de retour. Chers auditrices et auditeurs, vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour analyser, encenser ou mettre en PLS cet épisode du monde merveilleux du show bleu, accueillons avec bruit et fracas mon tag team partner gériatrique of the day, l'indéboulonnable, l'inamovible, l'inchavirable, l'insubmersible, Papy Anti-Atemi. Salut Papy! Bonjour petits enfants. Oh, là, bonjour tonton. Ça y est, bruit et fracas, j'arrive. Ah, il est là, il est chaud, il a passé la porte du studio et il est lancé pour nous conter, en tout cas ensemble, ce monde merveilleux du show bleu du 25 février 2022. Mon papy, je te propose qu'on se lance direct dans le premier package vidéo de la soirée, puisque ça va C'est commencer parti. tout simplement, ça va débuter avec une vidéo qui nous montre les récents événements qui se sont déroulés avec le WWE Champion Brock Lesnar et le champion universel Roman Reigns, qui est l'absolue rivalité non seulement de SmackDown, mais tout simplement de la WWE dans son entièreté, mon papy. Voire même de l'ensemble du catch dans le monde. Il n'y a que ça qui existe. Ouais, on en est là, ouais, effectivement. Alors, rassurez-vous, il va y avoir quand même un peu autre chose. Euh, dans cet épisode de SmackDown, hein. Oyez, oyez, amoureux de l'ignoble sport hein, et de la télé qui claque, on retourne sur le ring. Michael Cole est maintenant sur le ring avec le micro. Il va prendre la parole pour accueillir Rowdy, Ronda, Rousey sous les applaudissements, qui au passage va taper pas mal dans les mains des fans, va checker, etc., tout en se dirigeant vers le ring. Cole va demander à Ronda Rousey pourquoi elle a décidé de revenir à l'occasion du Rumble après ses 3 années d'absence, qu'elle va justifier par sa main cassée. Alors ça, c'est assez énorme, parce que quand même, tu justifies 3 ans d'absence avec une main cassée, tu te dis que ça demande vraiment un repos vraiment très, 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 très compliqué, quoi. Alors moi, j'ai un truc pour toi, Ronda. Tu fais cuire du riz bien compact, et après, tu malaxes avec la main, et ça, c'est parfait pour réparer les métacarpes, les métatarses, Oh les là, la pouces technique de et tonton. autres majeurs. Et ouais, mais ça marche très bien. Voilà. Bon, elle savait qu'elle voulait absolument revenir hein, après l'accouchement de sa fille, parce que c'est ça la réalité des faits, et qu'elle est déterminée comme jamais à en découdre. Là-dessus, la Queen va faire mine de narguer un peu la baddest woman on the planet, et c'est alors que Sonya Deville va intervenir et va attaquer Rousey par derrière. Du coup, les deux femmes vont vouloir travailler sur la jambe de Rousey, mais cette dernière arrive à se dégager et laissant Deville s'enfuir sans demander son reste. Alors, de toute façon, là, papy, on apprend que Deville combattra Rousey la semaine prochaine à Miami, et plus tard dans la soirée, la Badass Woman on the Planet promettra de montrer à la face du monde ce qui se passe quand l'autorité dépasse les bornes, abat les patrons, tout ça sous ses yeux, abat la hiérarchie, papy. Voilà, c'est plié. De toute façon, on savait qu'il allait y avoir un peu une transition jusqu'au match de WrestleMania entre Charlotte et Ronda. C'est des villes qui s'y collent sans finalement énormément de surprises. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui, pas de surprise, pas de surprise. Pas de surprise et t'as raison, hein, c'est la rivalité lance entre Charlotte et Ronda Rousey. Là, il y a quoi, 5, 6 semaines. Sachant que de toute façon, on aura droit au match entre les deux. Il n'y a pas de suspense, il n'y aura pas d'autres contenders. Donc, il faut bien essayer d'allonger un peu les semaines. Et donc, d'utiliser Sonya Deville, qui avait déjà été impliquée dans l'histoire de l'Elimination Chamber, c'est pas déconnant. Je m'attends pas à un match énorme, mais ça va permettre un peu à Ronda de se remettre un peu, de continuer à se remettre dans le rythme du catch. Sonya, je pense que ça va être, mine de rien, sympa pour elle, vu que c'est aussi une ancienne du MMA. Donc, de se dire, bah, je vais être dans le ring en un contre un contre la référence du MMA. Donc ça peut être, ça sera un bon truc pour elle. Et puis après, bah, voilà, c'est là pour l'instant, comment te dire ça? On est amené à avoir quelques semaines qui passent comme ça sans trop de suspense.
Ouais, je suis d'accord. Alors c'est un peu Calamity, Roddy Ronda quand même, parce que par moment, vraiment, le micro, c'est vraiment le micro, les expressions faciales, etc. Elle revient au babyface, et ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'elle se force malgré tout. Et ça rend pas terrible en visuel dans ces segments de promo et tout ça. Moi, alors, Ronda, clairement, je préfère l'avoir à la bagarre. Je suis assez convaincu et assez réaliste. Alors que moi, j'adore, j'adore. Catch-up, il n'y a pas de mystère sur le fait que moi, vraiment, je suis un gros fan de Ronda Rousey. Mais par contre, je reconnais ses grosses faiblesses dans l'acting et dans la promo. Là, j'ai trouvé que c'était encore just limite. Ouais, vivement qu'on arrive. Je préfère finalement la voir se tabasser avec Sonia Deville. Au moins, ça va nous occuper sympathiquement les SmackDown d'ici là. On n'est plus qu'à, je crois, quelque chose comme 33 jours ou 34 jours de WrestleMania. Ça va Donc, plus écoute, si que SmackDown, on va te dire. voilà, donc si voilà, ça va occuper SmackDown, c'est pas plus mal. Écoute, allons-y, continuons dans ce chemin-là. Allez, on va Mais c'est avoir. marrant parce que Oui, vas-y, c'est vas-y, juste, vas-y. c'est marrant parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment un peu inverse avec Ronda. J'ai l'impression qu'elle a encore du mal à contenir sa joie d'être revenue en fait, et que du coup elle est toute contente quand elle arrive parce que ce qui est naturel, tu vois, elle est vraiment contente d'être là. Et puis Je d'un suis coup, elle se dit d'accord. merde, je suis censé être badass, donc du coup, faut que je fronce les sourcils et tout. Et puis là, elle y arrive plus en fait. Et je pense qu'il faut encore un peu de temps pour qu'elle se réapproprie son personnage badass qu'elle a plus du tout parce que bah en fait, la coupure plus la joie d'être revenue, ça fait que bah, elle le sent plus du tout son personnage badass. Une analyse, mon ancêtre, parce que franchement, je suis complètement d'accord avec ça, quoi. Et c'est vrai qu'on sent qu'elle est heureuse d'être là, et que du coup, peut-être qu'on lui en, peut-être, alors on sait pas, est-ce que c'est en coulisses qu'on lui demande de tirer sur la corde badassitude comme ça, est-ce que, je sais pas, mais on sent qu'il y a quelque chose effectivement qui coince et qui est pas super naturel, quoi. Donc ça gâche un petit peu. Enfin bon. Allez, on continue. Écoute, on va avoir enfin du catch. On va avoir un tag team match puisqu'on va avoir les Los Lotarios, Humberto et Angel qui vont affronter Biggie et Kofi Kingston des New Day pour un match de 10 minutes 30. Alors, grosse sur l'entrée des Los Lotarios, je ne sais plus si on l'avait signalé la semaine dernière, Papy, mais dorénavant, ils ont une nouvelle petite gimmick puisqu'ils insèrent une kiss cam dans leur entrée. Et malgré qu'ils soient des heels, et bah écoute, ça passe plutôt bien. Ça a été bien reçu par le public de Pennsylvanie. Et derrière, on va avoir un match de 10 minutes 30 où les deux équipes vont plutôt s'envoyer de manière assez sympa. Pas mal de belles interactions. Alors, on les avait déjà vus les uns face aux autres, donc il n'y a pas trop de surprises par rapport à ça. Umberto, il va se manger un gros belly to belly de Biggie, et il va y avoir toute une baston parce que aux abords du ring, il y a ATV, je sais pas quoi, qui distrait Angel. Kofi, il va en profiter justement pour balancer du crossbody. Là, tout le monde va revenir sur le ring. Kofi va sauter sur Angel, mais va se prendre un super kick pour un near fall 2-2. Angel va finalement décider de monter sur le haut de Turnbuckle, mais il va être distrait par Biggie qui va menacer un gros splash d'Umberto. Kofi attaque Angel, Biggie le rejoint. Le Midnight Hour est connecté. 1, 2, 3, victoire des New Day. Juste derrière, je termine juste là-dessus avant de te donner la parole, Papy. Il va y avoir un tout petit segment avec Sheamus et Ridge Holland qui font un peu mine de discuter avec les New Day, justement. Sheamus va tenter un peu de les intimider, quoi, mais Biggie va juste se contenter un peu de se marrer et ça va apparemment un peu énervé Sheamus. Alors je dis ça juste au passage parce que la semaine dernière, Sheamus avait fait mine de plutôt vouloir casser la gueule Harry Joland, et on en avait conclu avec Papy, me semble bien déjà, que Sheamus avait l'air de plus trop apprécier le roast beef. Et là, bah bim bam boum, on est redevenu copains comme cochons. Alors là, mais que se passe-t-il, Papy, avec Sheamus? Avec Sheamus, bah, je pense, et on s'en rendra compte plus tard au fur et à mesure de l'épisode, on est en train d'aligner les cartes pour WrestleMania. Et je pense que l'avenir de Sheamus n'est pas, comme on aurait pu le penser, un face turn puis intercontinental, ça aurait été pas mal. Je l'avais Mais j'ai demandé un l'impression peu. qu'il se dirige plus vers la division tag team qui est en train de se renforcer là. Les New Day, ça fait s'affronter, ça doit être la belle, je crois qu'ils devaient être une C'est victoire ça. chacun, voilà. Et puis les Lotarios, parce qu'ils ouais, ils n'existaient pas, quoi. Ils étaient dans les nerfs, dans le néant. Et là, donc, du coup, tu as une résurrection de la division tag team. Je pense que Sheamus et Ridge Holland vont aussi, du coup, rejoindre cette division tag team.
Et puis tout ça, je le vois moi en prévision de WrestleMania, où on va avoir besoin de remplir un peu la carte. Et du coup, au niveau tag team, de ce côté SmackDown, il y avait vraiment très très peu de choses, parce qu'on avait juste les Usos contre les Viking Raiders, sachant que les Viking Raiders, déjà, on les voit déjà très peu eux-mêmes, et que les Usos passent plus de temps à côté de Reigns qu'à catcher. Donc il fallait un peu je l'ai résurrecter, mais c'est pas ça du tout, ressusciter la division tag team. Et puis j'ai l'impression que c'est ce qui passe du côté de SmackDown. Donc moi, ça me plaît plutôt parce que les oppositions sont plutôt sympas jusque-là dans le ring. Donc j'aimerais bien que ça aboutisse sur quelque chose du côté de Mania. Ah, pourquoi pas? Mais effectivement, on a l'air c'est la résurgence de Sheamus dans la Tag Team Division, visiblement. D'ailleurs, à la Tag Team Division, on aura un segment après avec Sam Roberts qui est avec les Usos, quoi. Et Jake, il va vendre un peu la signature du contrat entre Roman et Brock de ce soir et nous rappeler un peu tous les enjeux. Là-dessus, on va un peu trash-talker les Viking Raiders qui vont les attaquer par surprise en leur sautant dessus. Et du coup, les Raiders se retrouvent tout seuls, mais en réclamant haut et fort une chance pour le titre tag team. Écoute, Papy, c'était une parfaite transition à ce que tu viens d'expliquer. Écoute, on y reste dedans dans la tag team. Donc là, les Usos, les Viking Raiders, après l'énorme frustration de l'Elimination Chamber, se rappellent les uns aux autres. Voilà, et en fait, les Viking Raiders réclament le shot qu'ils auraient dû avoir. Et d'ailleurs, ils l'auront la semaine prochaine, si je dis pas de conneries. C'est annoncé un peu plus tard dans le show. Uso versus Viking Raiders. Donc on peut se retrouver avec on partait de pas grand chose et on se retrouve finalement avec 5 équipes en ce moment côté SmackDown. Donc je sais pas ce que ça donnerait. Alors je pense qu'on est pareil. On aime bien les matchs avec plein d'équipes et j'aimerais bien que ça se dirige vers ça côté Mania. Oui, oui. Alors, ouais, les matchs par équipe, souvent, on y avait eu par exemple des Fatal 4-Way. Je me rappelle à WrestleMania 14, où tu avais 4 équipes dans le ring. Donc, ça, c'était plutôt cool. Je crois qu'il y avait même les Los Matadores, il y avait les All Americans, il y avait, enfin les Real Americans, il y avait je ne sais plus qui, je crois qu'il y avait déjà les Usos à l'époque, tout simplement, Certainement, ouais. en 2014. Et donc pourquoi pas, ouais, pourquoi pas sortir un match à plusieurs pour WrestleMania, ça pourrait être sympa. On nous Allez, refoute un petit TLC vu qu'on en a plus cette année là. Ah ouais, c'est vrai, ouais, le pay-per-view a été supprimé, donc pourquoi pas un TLC match dans un WrestleMania en version tag team. Là, moi, là, je valide, mon papy, direct. Tu le sais bien. Ah, tant mieux. Très bien. On va en parler au cœur de Stamford. Allez, on continue, on va rejoindre la division féminine où on va avoir un match entre Natalya et Xayali. Alors avec un peu Aliyah dans l'histoire puisque Xayali se pose en protectrice de Aliyah et donc du coup ça se cherche des crosses avec Natalya. Elles se sont cherchées des crosses, elles se sont trouvées dans un match qui est largement oubliable de 4 minutes avec quelques tentatives de Natalya au départ pour vouloir soi-disant donner une leçon à Xayali. Alors Natalya elle arrive carrément avec le bouquin du Guinness Book dans les mains, ça c'est quand même assez incroyable et finalement c'est The Protector qui va prendre l'ascendant assez facilement sur Natalya en la dégommant et en terminant avec son finisher, le Earth-Shattering Spinning Heel Kick. Alors ça c'est assez marrant qu'elle ait ce nom-là puisqu'en fait c'est une totale babyface notre Xayali, mais c'était son premier vrai match on va dire. Elle a eu 4 minutes d'antenne, elle gagne. J'espère en tout cas de mon côté qu'elle va rester sur un moment positif et que ça va petit à petit s'aligner comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Xayali Natalya? Ouais, on est dans la low card là. Dans la low card, Natalya elle est en train de faire l'introduction des petites jeunes au main roster. Elle s'occupait d'Aliyah, maintenant elle s'occupe de Shali. C'est pas dans les deux cas, c'est pas foufou, c'est pas des matchs énormes. C'est pas deux grandes catcheuses, ni Aliyah ni Shali. Et puis Natalya, c'est une vétérane de très haut niveau. Mais bon, ça reste pas non plus quelqu'un qui peut porter un match tout seul. Enfin, du moins pas le porter à un grand niveau. Ça, si je peux corriger, parce que mine de rien, elle arrive quand même à porter les matchs. Mais bon, voilà, c'est quelque part, il faut aussi renouveler un peu la carte de temps en temps. Et puis, c'est très bien que Natalia s'en charge. Après, ça ira pas trop loin, quoi. Ce qu'il faut, c'est que les filles se grillent pas tout de suite auprès du grand patron, puis qu'elles aient petit à petit leur chance à un niveau un peu plus élevé, j'espère. Ouais, moi je suis un petit peu déçu d'un truc en fait, c'est que Xayali finalement revienne là dans cette gimmick de protectrice, gimmick babyface, etc. Moi j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait à NXT avec le clan Heel.
avec Boa et avec Tiancha là. Et bon, ça a éclaté en vol. Je trouve que dommage. L'idée était à creuser. Alors je pense qu'il y a peut-être deux, trois raisons. Il y a peut-être déjà le fait qu'en ce moment les États-Unis ont pas trop envie d'avoir un personnage chinois malfaisant. Je pense que surtout quand on voit ce qui est devenu Tiancha à NXT, puisque dorénavant elle a une gimmick de nana qui passe son temps à dormir et à faire des siestes. Et en se baladant avec un oreiller et qui fait un elbow pillow là. Alors je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir ça, mon papy. Encore, non? Non, pas encore. Bah écoute, je te conseille même pas d'aller le voir, mais vas-y. Et donc voilà, moi c'est un petit peu ma déception. J'avoue que j'aurais voulu voir Xayali d'une autre manière, mais on va voir pour la suite. Moi, je suis plutôt fan de cette chinoise et je suis curieux de voir ce qu'elle va donner un peu sur la durée. Allez, on continue, on continue. On avait quoi? Je voulais rester dans les matchs féminins avant de parler tiens, ouais, parce qu'on a eu Sacha. On va Oui, le continuer retour de avec les Sacha filles. quand même. Ouais, on va continuer avec les filles d'abord. On va changer un peu la chronologie. Sacha Banks versus Shotzi, qui elle aussi fait un petit peu son retour on n'avait pas trop vu ces derniers temps. On va avoir un match assez rapide puisque ça va être un match de 2 minutes 10, largos, dominé par The Boss. Le truc important dans tout ce segment, c'est que Naomi avait rejoint l'équipe des commentateurs de SmackDown pour un peu encourager l'action sur le ring. Et suite à la victoire sur un combo backstabber bank statement, Naomi va débouler sur le ring et va déclarer tout de go qu'elle et Banks allaient tout simplement être les futures championnes tag team féminines. Tout ça sous les vivas de la foule. Gros câlin entre Sacha et Naomi. Et apparemment, écoute, tout simplement, la Team Bad est dorénavant formée. Elles l'ont même officialisé sur Twitter. Alors, mon papy, alors là, si sur QuiQui on nous dit que c'en est là, écoute, c'est que c'en est là. Oui, bah, tiens, justement, j'étais en train de me dire, j'allais te demander c'était quoi le nom de leur ancienne équipe, c'était Camina, je crois, hein, quand ils sont en trio, et c'était la team Bad, effectivement, le nom C'est ne ça, me revenait plus. c'est ça. Alors, quand j'ai vu Sacha revenir avec Naomi au commentaire, je me suis dit, la pauvre Chaudy, elle doit se manger toute crue, parce que là, on n'est pas du tout dans les mêmes sphères en termes de niveau. Effectivement, bah, Chaudy, elle a juste servi à introduire finalement le retour de Sacha. Sacha et Naomi, je ne sais pas comment ça allait se dérouler et ça part vers la tag team. C'est pas déconnant, je trouve, parce que j'étais justement en train de me faire le calcul de comment on allait organiser un peu la carte de Mania. Et côté filles, bah, vu que les deux main events étaient bookés, il fallait occuper un peu Sacha. Et quand tu te rends compte que côté tag team, ceinture tag team des filles, c'est Carmela et Zelina Vega qui sont qui ont les ceintures. Ça manque de tête d'affiche, quoi. Ça manque un peu de stars. Et là, potentiellement avoir Naomi et Sacha, ça m'irait très bien. Même si bah, on est tellement loin que ça pourrait très bien se casser direct et puis partir vers une rivalité. Enfin, tant qu'on parle de possibilités, mais en tout cas, voir les deux ensemble dans un même programme, ça me plaît plutôt. Tonton, tu es là? Ah, bon, Excusez-moi, j'ai un espèce de lag là. Ouais, moi je suis un peu quand même surpris quoi. Même si je me doutais bien qu'avec le main event là était complètement bouché quoi, avec Ronda et Charlotte. Mais je sais pas, ça me déçoit un petit peu, quoi. Donc on va voir. Après, je pense aussi que pareil, ils appuient sur le fait une équipe afro-américaine, féminine, ouais, il y a peut-être ça etc. aussi, oui. Tu vois, il y a un espèce d'effet miroir avec le New Day, par exemple, ou les Street Profits. Donc je pense que ça contribue aussi. Donc écoute, pourquoi pas. Après, je pense qu'elles sont capables d'avoir des interactions assez sympas et on va voir sur la suite ce qu'elles vont nous donner. Et Allez, pourquoi t'es déçu? Pourquoi t'es déçu d'espérer que les deux bah, partent en solo? ouais, surtout Sacha, en fait, je t'avouerai, quoi. Bon, Naomi, bon, mais après, Naomi, je sais qu'elle délivre bien la marchandise et qu'elle aime bien être en équipe comme ça. Donc, je sais que ça va donner quelque chose de pas mal. Donc, je suis déçu juste sur le principe que, ouais, j'aurais bien voulu voir Sacha continuer un peu sur une aventure individuelle. Mais bon, ça sera pas le cas. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. On En passe à solo, autre chose. il lui restait plus grand chose, Sacha, en solo, en fait, finalement. Le problème de c'est le Oui, problème, en fait, de SmackDown et un peu finalement de Raw, même s'ils sont en train de rattraper le coup avec du drop. Mais le fait de jamais construire personne en niveau intermédiaire, bah, du coup, tes main eventers, dès qu'ils ont plus de programme, ils ont plus rien du tout, quoi, derrière. oui. Si tu foutais Shotzi à WrestleMania, pouah, ça aurait été léger, quoi.
ou Ah, ça, Natalia. Enfin, je sais pas qui est-ce qui peut sortir, quoi. Peut-être Naomi, mais bon, du coup, elles sont plus en équipe que en rivalité. Mais bon, enfin, voilà, quoi. C'est un peu le souci de ne pas prévoir de toujours miser sur le main event et de pas prévoir la suite, hein. Et ouais, c'est un peu le problème, c'est que à la WWE, on aime bien booker les gros main events, etc. Et puis tout ce qui est titre intermédiaire et rivalité de mid-card, up mid-card, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et puis cette année, je trouve qu'on le ressent plus que peut-être d'autres années. Donc Oui, oui, je suis c'est d'accord. vraiment, tu vois, c'est tellement cette année le main event est tellement vampirisé avec l'histoire Lesnar-Reigns et puis finalement de l'autre côté pareil, on a l'impression qu'avec l'affaire Charlotte Ronda, ça laissait pas de place à quoi que ce soit d'autre. Mais chez les femmes à la rigueur, c'est pour moi c'est beaucoup moins embêtant parce que c'est moins redondant. Donc et puis Charlotte Ronda, je pense que beaucoup de gens, beaucoup de fans de catch ont envie de voir ce match. Je pense que ça va donner quelque chose de vraiment sympa quoi. Donc écoute, Sacha, on verra la suite. Elle aura peut-être un beau run en 2022. Et puis elle est jeune encore, donc elle a encore tout le temps. Oui, Allez, on continue pour une célébration qu'on attendait avec impatience, nous, à l'EHPAD, hein. On avait prévu un truc aussi. On avait mis des ballons, on s'était fait du punch. Enfin bref, on était chaud comme de la braise. Parce que le New Intercontinental Champion Sami Zayn est de retour. Alors vous le savez, hein, il a signé un contrat longue durée à la WWE. Il a déclaré qu'il était heureux comme un nabab là-bas. Donc comme Kevin Owens, eh ben, écoute, il s'est remis dans ses chaussons WWE et il y est très bien, l'ami Sami Zayn. Il arrive sur le ring habillé avec un costume de circonstances pour célébrer son titre. Il va se mettre à dos le public immédiatement voilà, en cherchant de la cheap hit et qui va être totalement réussi puisque ça va. Et d'ailleurs, il va avoir le droit à se faire watter. Hein, il va avoir droit à les ponctuations de phrases par les fameux watts. Il va en profiter un peu pour tacler au passage Shinsuke Nakamura. Et là-dessus, qui débarque Johnny Knoxville arrive pour choper un mic et sous les encouragements du public qui scande son prénom, ce qui fait assez enrager Sami, quoi. Finalement, après quelques échanges, ils vont balancer leur micro et s'affronter au milieu du ring. Sami va coller un low blow à Knoxville, puis il va l'enchaîner dans le coin pour lui administrer un Helluva Kick. Knoxville qui est de tout son corps sur les cordes, peine à rester debout, et finalement Sami va lui délivrer un deuxième Helluva Kick, tout ça sous une bronca monstrueuse du public. En coulisses, Adam Pearce après va réprimander Sami Zayn pour cette attaque sur Knoxville, quoi. Et là-dessus, qui débarque? Eh ben, Ricky, la belle vie, qui vient et qui se dévoue tout simplement pour affronter Sami Zayn pour le titre. Alors on se demande, ah ça va être là, ça va être maintenant. Zayn lui dit ouais non mais retourne plutôt faire la queue quoi. Mais Pierce décide de rendre le match officiel. Oui, allez on enchaîne. Eh ben non, on n'enchaîne pas puisque le match sera tout simplement annoncé pour la semaine prochaine. Donc rendez-vous Ricky la belle vie versus Sami Zayn, the Intercontinental Champion. Papy, Knoxville, encore une jacasserie. encore une jacasserie. Il va aller à Euh, WrestleMania. Il va aller à WrestleMania, lui. ouais, c'est vrai que ouais, moi je le sentais venir quand même, hein, Ah Knoxville à ouais. WrestleMania. Il avait et puis en fait, mine de rien, alors c'est parce que nous c'est pas c'est compliqué nous avec notre œil français de regarder ça, mais a priori, il Ouais. marche quand même plutôt toujours bien, même si pour nous c'est un mec complètement has-been. Il est toujours plutôt populaire aux États-Unis. J'ai l'impression parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans une salle, c'est pas l'explosion, en tout cas le public réagit plutôt bien. Et donc du coup, bah ça, je pense que on s'y dirige tout droit. Alors du coup, Ricochet qui va finalement servir de mec intermédiaire, je pense. Ou pas, est-ce qu'on peut pas avoir un Ricochet qui prendra la ceinture avec une intervention de Knoxville et du coup un Zayn Knoxville sans enjeu pour WrestleMania? Pourquoi pas? Parce que ça éviterait enfin, le problème avec Knoxville contre Zayn à WrestleMania pour le titre intercontinental, c'est que potentiellement Knoxville peut gagner le titre intercontinental. Donc, est-ce que Ouais. du coup, on pas se servir de ça pour justement enlever directement le titre et ça serait peut-être une opportunité pour Ricochet. Ça, je sais, ça, c'est vrai que j'arrive pas trop encore à me dire. Mais en tout cas, pour WrestleMania, je pense pas que ça sera Ricochet Zayn. On est vraiment parti sur Knoxville Zayn à 99,9%, je pense.
Ah ouais, moi aussi, oui, je pense, ouais. Ouais. Donc c'est là, ça va être la feud avec le gros guest de l'année. En plus, bon, la réalité, comme tu l'as dit, hein, pour nous Français, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais son film marche bien aux États-Unis là, donc j'imagine que ça doit contribuer largement au succès. Et donc dans ces cas-là, la WWE, elle lâche pas ce genre de guest, quoi. Donc là, c'est parti pour des jacasseries encore pour quelques semaines. Euh, avec Sami Zayn et tout ça, avec effectivement la title picture de l'Intercontinental au-dessus, quoi, qui plane. Suspense. Et ouais, suspense. Allez, et ben, du coup, on se retrouve au match avec Drew McIntyre qui affronte Madcap Moss à nouveau. Ils ne se lâchent plus, hein, j'ai envie de dire, tous ces le quoi. Alors évidemment, Happy Corbin est arrivé accompagné de Madcap Moss. Alors à la base, c'était, je crois, Corbin qui devait être celui qui devait faire le match. Et puis finalement, c'est pas ce qui va se passer. Corbin va prendre le micro, va nous rappeler que il se demande si vraiment ce soir, Drew il a envie de se foutre la ronde devant tout le public de Pennsylvanie, quoi, et que c'est vraiment pas le moment. Il va demander à Moz de monter sur le tablier et de montrer à tous combien il est bon. Moz va prendre la pause, tout le monde va le huer, et Corbin finalement il dit que bah, Moz il devrait prendre hein, la revanche parce qu'il la mérite. Euh, il dit que c'est pas drôle, que Moss il peut le battre. Du coup, Moss il paraît quand même un peu inquiet hein, sur l'affaire là. Hein. Finalement, Corbin va en profiter, va faire tomber McIntyre avec un coup bas pour commencer. Finalement, il se retrouve presque en handicap match, on va dire, le Drew McIntyre. Et au bout d'un match de 7 minutes 20, Drew va coller un énorme et puissant Claymore Kick. 1, 2, 3. En revanche d'Elimination Chamber sous les yeux d'un Corbin totalement médusé. Voilà, bah écoute, papy, alors là, pour le coup, le bel homme, s'il y en a un qui ronronne, c'est bien lui en ce moment. Il n'y a pas que lui qui ronronne, il y a aussi la WWE parce que Ouais. là-dessus, tu sens vraiment qu'ils hésitent comment booker l'histoire, sachant que et Corbin d'ailleurs l'a rappelé plusieurs fois pendant son segment micro, il a dit McIntyre Corbin, c'est une affiche de WrestleMania. Bon, voilà, donc au moins c'est clair, on l'aura pas avant WrestleMania. Ce qui est bizarre, c'est que sur WWE.com, dans la journée du vendredi, ils avaient annoncé que ça serait Corbin McIntyre le match. Non, Corbin, j'y arrivé, McIntyre versus Moss. Et là, tu démarres le SmackDown, ils te font croire que c'est Corbin versus McIntyre. Puis finalement, ils repartent faire Moss versus McIntyre. Enfin bref, ils sont auto-spoilés, c'est con. C'était pas terrible. Mais pour le reste, bah voilà, on parlait d'affiche qui est prévue depuis longtemps, qui va enronner jusqu'à WrestleMania. Bah là, je pense qu'on y est direct. Alors en plus, t'auras pas de ceinture en jeu. T'es sur de la mid-card finalement entre la mid-card pure et dure Corbin et la up mid-card avec McIntyre qui est comme plus main eventer hein, depuis le temps qu'il fout plus rien. Et puis puis voilà quoi. On attend. J'espère qu'il y aura un peu plus que c'est juste blague. De je t'affronte pas pour nous occuper un peu d'ici Mania, sinon ça va être très long cette affaire. Ouais, là, on touche du doigt le fait de faire WrestleMania sur 2 nuits parce que on va se retrouver effectivement avec quelques matchs dans ces deux cartes qui auront finalement que peu d'intérêt, des rivalités sans ceinture, sans rien. Et puis moi, je t'avoue que franchement, un programme Drew McIntyre, Madcap Moss, Corbin à WrestleMania, je m'en fous complètement quoi. Pour moi, ça c'est un Ouais. programme de weekly. Et malgré tout le respect que j'ai pour, en particulier Drew McIntyre, qui est un catcheur que j'apprécie énormément au demeurant, ça me saoule totalement de le voir dans un programme comme ça à WrestleMania quoi. Ça pour moi au mieux ça va ouais à Fastlane ou dans un main event à la rigueur de Monday Night Raw ou de SmackDown. Mais là, quel est l'intérêt là, franchement là? Non, là, moi Non, j'ai faudrait de vraiment. l'enrober un peu là. Faudrait de l'enrober un peu pour donner de l'intérêt justement, Ah oui, soit voilà. stipulation, soit un enjeu. Enfin, faut donner quelque chose, mais juste un contre un, les deux gros en disant se baser juste sur Happy Corbin est invaincu parce que depuis qu'il a changé de nom, il n'a pas perdu de match. En fait, il a dû catcher 2 fois depuis qu'il a changé de nom, donc c'est pas compliqué. C'est un peu léger effectivement. Ouais, c'est clairement. Ouais. Bah, moi, je suis assez déçu par ça, mais bon, écoute, c'est la suite, quoi. Et ben, on arrive sur ce qui était, c'était le dernier match de la soirée, tout simplement, ce Drew McIntyre versus Madcap Moss. Et on va terminer donc avec le main event tant attendu, la signature de contrat entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Alors Roman Reigns, il arrive avec
tout le clan, hein, papy. Hein. Là, il y a toute la Bloodline est présente. Ça rigole pas. Et il est venu aussi, en plus, avec une sécurité personnelle au cas où ça parte un peu en cahuète avec la bête. Et la bête arrive. Alors là, en total babyface, en total roue libre. Cowboy Brock est présent dans la salle en Pennsylvanie. Cowboy Brock, en ce moment, il est à tous les shows. Il est là à Raw, il est là à SmackDown, il fait les pay-per-view. Enfin bref, il vit sa meilleure vie, Brocky. Et c'est parti, quoi. Donc, évidemment, il va y avoir échange d'amabilité entre la bête et la tête de table. Il va y avoir une grosse propos. Alors, un truc important, ils officialisent donc ce match de championnat qui est un winner take all. Et ils précisent bien que c'est un match d'unification des titres. Les mots ont un sens et ont une importance. Et donc, Paul Heyman va y profiter sur le fait que le match de Reigns contre Lesnar est tout simplement le plus grand match de WrestleMania de tous les temps. Les deux vont se retrouver face à face pour signer le fameux document. Le chef de table va déclarer une nouvelle fois de plus que SmackDown est son show et il va énumérer une à une toutes les choses qui lui appartiennent à SmackDown et à peu près tout lui appartient, du public en passant par les annonceurs et en passant d'ailleurs surtout par les gardes de sécurité qui sont là. Mais avant même que les gardes aient eu le temps de lever le petit doigt, le Beast qui est hilar va assommer et va fracasser tout le monde un par un. La Bloodline quitte le ring et le show par la petite porte pendant que la bête célèbre. Ainsi s'achève ce 1175e Friday Night SmackDown. Papy, on continue sur la guerre des Golgoth, de toute façon. On continue sur la guerre des Golgoth. Alors c'est marrant parce que c'est venu super tôt finalement cette signature de contrat entre les deux. Il y a plein de choses à noter. D'abord l'unification, ça c'était un peu inattendu moi de ma part. Je pensais pas qu'ils repartiraient là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire de ce match-là, comme Eman l'a dit, le plus grand de l'histoire. Donc du coup, ils mettent tout ce qui est possible. Donc on a eu Brock versus Reigns, on en a eu ensuite title contre title, et puis maintenant on a unification. Je pense qu'il va y avoir aussi un I Quit par derrière ou un retraite match pour rajouter du truc. Et puis sinon je mange les enfants, je sais pas ce qu'ils peuvent rajouter de plus, mais ils y vont. Tu vois, on parlait tout à l'heure de manque de stipulation pour de McIntyre versus Corbin. Là pour le coup t'as tout ce qu'il faut là. T'as de l'enjeu. Ça manque encore une stipulation, mais par contre niveau enjeu on y est. Et donc voilà, là-dessus on est fixé. Ils ont reparlé du match qui attend Lesnar en house show au Madison Square Garden. Alors je crois que c'est pas ce samedi, c'est le suivant ou un truc comme ça. Enfin c'est début mars. Contre X, parce que normalement c'est contre Lashley, mais si Lashley est vraiment out 4 mois, je pense qu'ils vont mettre un remplaçant. Je sais pas trop l'intérêt là-dedans, hormis rajouter un peu peut-être de l'Empire, peut-être qu'il est pas plein le Madison Square Garden, peut-être ils veulent faire de la promo sur ça. Puis en tout cas, Lesnar effectivement, il va bien bosser d'ici là, vu qu'il a tous les shows, il a aussi de leur house show, c'est la fête du slip, on a du Lesnar partout. Et par contre, un truc qui est un peu stupide, je trouve, c'est la promo de Heyman qui dit qu'il espère bien que ce sera pas un match d'unification et que Lesnar va pas son titre en house show, comme ça sera pas un match où ce sera ceinture contre ceinture, ce sera juste la ceinture universelle qui sera en jeu. Mais je vois pas en tant qu'avocat de Roman Reigns quel est enfin pas avocat, son rôle de Roman Reigns, son conseiller. Quel est l'intérêt pour Roman Reigns que le match soit juste pour le titre universel et pas pour ceinture contre ceinture? Parce que dans un cas, il joue pour une ceinture, dans l'autre cas, il joue pour 2 ceintures. Donc, quel est son intérêt que Lesnar perde la ceinture à Roman Reigns? Je me le demande là. Qu'est-ce qu'il fait, l'ami Eman? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas énormément de sens en fait, ça quoi. Après, est-ce que c'est pas tout simplement juste pour teaser justement ce fameux gros house show, tu vois, un peu glorifié au Madison Square Garden? Je pense qu'il y a de ça aussi. On nous avait déjà fait le coup avec Brock Lesnar champion, je crois qu'il avait affronté. Je me demande s'il avait pas affronté Kofi Kingston par exemple. Ah, au Japon, ouais, entre autres. Donc bon, c'est pour ça que je prête pas trop attention à ça parce que je me dis que ça aura pas forcément une incidence extraordinaire. On sait très bien que dans un événement non télévisé, c'est quand même extrêmement rare. C'est arrivé, hein, mais ça reste tout de même extrêmement rare qu'il y ait un changement de titre ou quelque chose comme ça, quoi. Donc écoute, moi j'ai trouvé Roman Reigns très très bon en promo. J'ai trouvé vraiment que tout son passage au micro était excellent.
Brock Lesnar, il a pas grand chose à faire finalement. C'est parce que, à part se montrer, rigoler, se marrer comme une baleine, et puis finalement, c'est un peu Roman Reigns qui tient le truc. Et j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien, comment il a présenté tout ça là sur la fin et tout ça, quoi. Donc là, on sent vraiment qu'il y a une animosité terrible. Et ça, c'est plutôt sympa pour l'ambiance générale du match. Alors effectivement. Moi, l'unification, ce qui m'interroge, c'est sur la probabilité peut-être d'une refonte du roster et d'un mélange dorénavant entre SmackDown et Raw, par exemple. Ah, ça, j'aimerais Euh, pas, hein. alors, est-ce que ça peut être cette possibilité-là sur l'unification? Et puis, deuxième point, moi, ça serait effectivement la stipulation. Alors, est-ce qu'on va avoir un match, single match, un contre un, normal, soumission est tombée? Ou est-ce qu'on pourrait rajouter une stipulation supplémentaire dans ce match? Je ne sais pas. Si vous avez des idées, peuple de catch-up, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. En attendant, eh ben, on est à la fin de cette review, de cette analyse de Friday Night SmackDown, et mon papy, tu vas pouvoir me donner ton top, ton flop et ta note. Très bien. Bah, j'ai trouvé que c'est un show assez égal en termes de niveau. Il n'y a pas eu de pic, il n'y a pas eu non plus trop de bas. Si je devais trouver un flop, je le donnerais, on va dire, à la rivalité Corbin-McIntyre parce que ça commence déjà à ronronner alors qu'il reste 5 semaines. Et en plus, ouais, je trouve t'as vraiment l'impression qu'ils savent pas quoi faire pour occuper le temps. Ça fait déjà longtemps qu'elle dure en plus cette rivalité. Et là, t'as l'impression qu'ils ont démarré le show sans savoir où ils allaient en fait. Et donc du coup, bon voilà, on met Moss dans le ring et puis il se refait taper. L'avantage de Moss, c'est que du coup, il prend un temps d'antenne monstrueux pour lui. Mais bon, ça reste comme pas foufou. Au niveau du top, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme top? Bon, je vais le donner au match tag team d'ouverture, qui était plutôt sympa à suivre. Et puis ça redonne du 109 dans cette division tag team. Enfin, même si avec le New Day, c'est un peu compliqué de dire du 109, mais en tout cas, ça manque un peu de match et de rivalité. Donc, au moins, on en a un petit peu, donc c'est plaisant. Et ma note, bah, je vais rester sur un peu les notes que je donne en ce moment systématiquement et à Raw et à SmackDown avec un 3. Parce qu'il y a pas encore de la folie de Mania. Là, on place les pions. On a vu qu'on plaçait un peu les tag teams, on replaçait Naomi et Sacha. Donc c'est en train de se placer petit à petit. Ricochet qui revient un petit peu au niveau intercontinental. Au moins, on a des gens qui tournent autour des ceintures. Ça, c'est toujours intéressant dans un show. Plutôt que des âmes qui errent là, puis qui savent pas quoi foutre. Mais ça, il n'y a pas encore le feu de Mania. Après, il reste encore 5 semaines pour monter le truc. Mais j'espère que ça va accélérer, qu'il va y avoir un petit peu d'enjeu là, qui va s'introduire dans ces rivalités, dans ces histoires. Ouais, bah écoute, moi je trouve que c'était un petit peu mieux que les dernières semaines, mais c'est pas encore ça quand même, hein, SmackDown, hein, je suis moins hype qu'avec Raw. Là, bon, mon flop, moi sans surprise, ça va être adressé à Drew McIntyre, Madcap Moss, Corbin, là, ce trio-là, là, vraiment, là, bah, je mets en plus Drew McIntyre dans un flop, donc ça brise mon cœur. Mais franchement, non, là, vraiment, j'adhère pas. Je ne comprends pas que ce match, même quasiment, apparaisse à la carte de WrestleMania, mais je le comprends sur le principe des deux soirées, donc fatalement, il va y avoir une chier de match à Dallas, donc il fallait s'y attendre, et c'est comme ça. Mon top, j'hésite parce que comme toi, j'ai beaucoup aimé le match tag team, mais je crois que je vais le donner à la tête de la table parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé la promo de la fin et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super fort et vraiment Roman Reigns est dans un run totalement incroyable. Je trouve qu'il y a beaucoup de suspense dans ce match. Pourtant, pour l'instant, mon cœur irait plutôt vers Roman Reigns. Je verrais plutôt Roman Reigns conservé. Mais je suis content sur le fait qu'il y a un vrai suspense dans ce match. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, Ah oui, oui, ça. là, clairement. Et plus il rajoute une stipulation, enfin, plus un enjeu, plus mon cœur balance du coup. Parce que là, avec l'unification, ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'une seule ceinture de show. Où est-ce qu'elle va aller? C'est chaud, hein, c'est compliqué. Sachant que Roman Reigns, si il va à WrestleMania et qu'il en ressort vainqueur, il est parti pour péter tout un tas de records qui ne pourrait pas péter si jamais il perd à WrestleMania, tu vois, en termes de timing. Ouais. Est-ce que la WWE va décider d'en faire un espèce de dieu ultime
justement lui faisant battre la bête et en pétant tous ces records-là, ou est-ce que c'est un autre choix qui va être fait pour différentes raisons? Ça, on le verra au fur et à mesure de toute façon des dernières semaines. Le catch-up, il ne reste que, je crois, à peu près 34 jours entre WrestleMania et au moment de cette fabuleuse analyse de Friday Night SmackDown. Donc, on verra bien. Et puis, ma note, je finis. Moi, je vais mettre une note un peu plus bas. Je vais mettre un 2,75. Pour moi, voilà, SmackDown reste plus faible que Monday Night Raw. Et toujours à travailler. J'espère qu'il va y avoir plus de choses, un peu plus de catch aussi, j'aimerais. Et puis, comme tu l'as dit, oui, effectivement, c'est une espèce de partie d'échecs. On a avancé les pions. À SmackDown, je trouve qu'on les avance un peu plus lentement qu'à Monday Night Raw. Mais bon, écoute, ça va, ça passait. C'était 2,75 sur un show comme ça. Un peu dans le creux de la vague avant vraiment le run final. Bon, ça passait plutôt bien, quoi. Bon, bah Ouais, voilà, ça mon se papy. regarde, ça se regarde, ça se regarde bien, mais tu vois, en même temps j'écoute ton point, je me dis, si jamais Reigns gagne contre Lesnar, mais qu'est-ce que tu peux lui mettre en face, quoi? T'as plus rien, hein. Là, il aura tout détruit. Et comme Lesnar, il a Ah, détruit les velléités des up mid-card de Raw, ils n'existent pas non plus, ils sont tous morts. Là, ce sera le trou derrière, hein. t'as la possibilité peut-être d'avoir de nouveaux arrivants ou des retours fracassants. Ça, la Et WWE sait faire justement, je aussi. pensais, au retour, Cena, il est revenu, il s'est fait latter. Qui est plus là, qui pourrait chercher Reigns? T'as plus grand monde, hein? Non, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a plus grand monde, quoi. Mais bon, il faut voir. Je sais pas quelle est la nature du contrat de Brock Lesnar, mais comment il a signé, est-ce qu'il est libre, bref, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ouais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que, enfin, c'est finalement, il y a un mauvais côté sur cette fameuse rivalité parce qu'elle vampirise absolument l'intégralité de WrestleMania sur le point de vue masculin. Mais d'un autre côté, par contre, ils ont réussi quand même à nous coller ce suspense, dû grâce à l'historique entre les deux, parce que quand même, il faut y revenir. Souvent, finalement, on se dit ouais, ah ouais, encore Reigns, Lesnar, oui, mais toutes les planètes se sont inversées. Dorénavant, Mmh. c'est Brock Lesnar le top babyface, c'est notre ami Roman Reigns le heel ultime et qui est apprécié comme il n'a jamais été apprécié par le WWE Universe, puisque finalement, hormis son run de tout départ au Shield, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais finalement, après, il y aura une espèce de forme de longue détestation du public pour, on va dire, une Oui. majeure partie du WWE Universe, dont moi, je ne faisais pas partie. Mais, mais ça pouvait être justifié sur pas mal d'aspects. Je trouve qu'il y avait des arguments qui s'entendaient totalement et qui étaient crédibles. Mais là, il fait l'unanimité à tous les niveaux, que ce soit mainstream ou dans le monde du catch, que ce soit chez les catcheurs indépendants, les promoteurs indépendants, bref, partout où il passe dans les émissions, il a fait tous les grands shows, tous les grands talks américains. Roman Reigns, c'est la superstar, c'est le franchise guys de la WWE, papy, maintenant, quoi. Ouais, clairement. Et puis, j'ai 2 trucs à dire là-dessus. D'une part, on nous dit, enfin, c'est encore une répétition tout ça, mais je me souviens de l'époque et je pense qu'il s'y réfère un peu, Rock versus Austin. On en a eu 3, je crois, à WrestleMania aussi, hein. Et puis pareil avec des changements d'alignement, des certains qui gagnent, certains qui perdent. Enfin, c'est pareil, Reigns, Lesnar, c'est toute une phase où Reigns ne pouvait pas battre Lesnar. Depuis, bah, Reigns a battu Lesnar, au moins une fois ou 2, je ne sais plus. Et puis du coup, enfin, t'as tout qui a changé, toutes les planètes qui sont changées. Et puis quand tu parles de Rennes, c'est ce qu'il est devenu. Effectivement, à un moment, j'ai eu cru qu'il y a eu un gros problème de timing parce que il était ultra voulu par le public au moment où il passe face et un an plus tard, quand il booste enfin dans ça et tu gagnes le Rumble, bah là, il était détesté. Donc il y a un petit problème de timing. Mais par contre, avec le recul, on se dit le fameux make Roman look good là, tu te souviens, je sais pas si tu te souviens que McMahon aurait dit je crois que c'était à Punk à l'époque, ou Luke Strong, je sais plus le good, je sais plus, bref. Tu te rends compte que 10 ans plus tard, finalement, bah, Roman Reigns, bah, ils ont peut-être eu raison de capitaliser sur lui parce que c'est c'est le méga taulier. Effectivement, il commence à avoir une aura qui passe au-delà de la WWE. Enfin, bah voilà, comme quoi le vieux gâteux, il se rend pas tout le temps quand il mise sur quelqu'un, hein. C'était le bon choix, Roman Reigns. C'était le bon choix, oui, il faut croire que c'était le bon choix, en tout cas au vu des réactions du public ces derniers mois, ces derniers 18 mois presque. Enfin, en fait, il est revenu depuis SummerSlam 2020.
Et c'est énorme, quoi. Chaque apparition est énorme. La création de la Bloodline, Paul Heyman, tous les rebondissements qu'il y aura eu. Et puis, il a roulé sur toute la concurrence, quoi. C'est la liste de ses victimes est totalement hallucinante depuis 2020, quoi. Il a battu tout le gratin, comme tu le disais d'ailleurs, justement, ce qui posait un problème maintenant pour savoir qui, où, Ouf, où, ouf. où. Ouais, Bah, ouais, alors, c'est ouf, hein, mais tu vois, du coup, moi, si j'étais la WWE, bah, le fameux Drew versus Corbin, là, qui n'a absolument aucun enjeu, bah, je m'en servirais peut-être pour mettre crac, 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 pour mettre un peu Drew sur la pente ascendante en disant, bah, tiens, si tu gagnes, tu seras challenger numéro un ou une connerie comme ça. Alors, tu vois, ça permettrait un petit peu à la fois de donner de l'intérêt à cette rivalité et aussi de remettre Drew sur la pente ascendante parce que quelque part, parmi tous ceux qui restent à WWE, c'est un petit peu le seul où tu te dis qu'il y aura une chance. Mais il est tellement loin maintenant, il a tellement été bas avec ses histoires avec Corbin, tout ça, que et comme ce con, il s'intéresse absolument pas aux ceintures là depuis qu'il a SmackDown, bah, ça serait bien de le remettre sur pente ascendante là, parce que sinon, ils vont être bien pris au dépourvu post-WrestleMania. oui, c'est possible qu'il soit pris au dépourvu, ouais, c'est tout à fait possible, ouais. En tout cas, c'est quoi qu'il arrive certainement un des matchs qui fait parler le plus, si c'est pas le match qui fait parler le plus de toute façon. Et des mecs qui sont à l'apogée de leur carrière, là, qui arrivent à un âge, enfin peut-être pas pour Roman Reigns. Roman Reigns il est plus jeune, hein. Roman Reigns il a encore le temps, c'est ça, hein, Il y a 10 Roman ans de Reigns en moins, fait, hein. ouais, Roman Reigns, c'est vrai que c'est ça qui est incroyable aussi, hein, c'est que sur la durée, il peut avoir une carrière mais totalement phénoménale, quoi. Il a déjà, Mhm. là, à l'heure où on parle, une carrière totalement incroyable, mais clairement pour lui, rien n'est terminé. Brock Lesnar peut-être tire peut-être un peu plus vers la fin déjà, et, Il va et je, décliner forcément. Il et pourra pas tenir, hein. ouais, il déclinera plus et puis parce que je pense aussi qu'il a envie aussi lui petit à petit de s'écarter. Mais pour l'instant, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas, hein. Il donne de sa personne le Brock comme jamais, hein. Par rapport à certains runs de certaines années, là, on a vraiment affaire à un Brock Lesnar bosseur et enthousiaste et heureux d'être là et qui partage comme jamais sur les réseaux sociaux. Mhm. C'est fou quoi, le mec poste ses vacances. Enfin, Et c'est tu vois, assez. Ronda, elle devrait faire pareil. Ronda, elle devrait faire un peu les stars, c'est-à-dire être violente dans le ring, mais par contre, le reste du temps, faire profiter de son bonheur et pas se forcer à avoir les sourcils froncés en permanence, quoi. Ouais, c'est Profite, vrai, ouais. Ronda, profite. Mais oui, voilà, ouais, qu'elle se lâche un peu en fait, c'est ça le truc quoi. C'est une Calamity Roddy quoi. Si c'est une vraie Calamity Jane, et ben elle doit mettre le fire partout quoi. Mais elle déclenche de l'empathie et puis finalement on l'aime bien Calamity Roddy quoi. Donc je suis totalement d'accord avec toi mon papy quoi. C'est exactement comme ça qu'elle doit aborder ça quoi. Il faut qu'elle aille causer avec Brock Lesnar dans les Voilà. coulisses. Il faut qu'il partage avec elle et backstage l'expérience, là, un bon retour d'expérience, rien de tel là. Et puis faire une petite validation d'acquis d'expérience pour Ronda Rousey. Et Voilà, elle va avoir puis, son diplôme. et voilà, exactement. Et c'est parti comme ça. Allez, peuple de catch-up, écoutez, c'est ainsi s'achève cette analyse du Friday Night SmackDown, le 1175e du nom. En ligne, vous pouvez trouver la review du Raw de cette semaine si vous n'êtes pas encore tout à fait à jour. Vous avez même l'analyse d'Elimination Chamber. Le Raw cette semaine, c'était la tag team Raphaël Hier et El Patron Irem qui était en charge. Vous aurez aussi cette semaine, vraisemblablement avant la sortie du Monday Night Raw, un petit comptoir du catch, la 5e édition, qui va venir faire un petit tour pour vous relater un peu les aventures du Swiss Superman à la WWE, puisque si vous ne le savez pas, eh ben, écoutez, on va vous l'apprendre. Le 25 février, Cesaro Claudio Castagnoli a été release par la WWE. Il est agent libre. C'était à sa demande. Hein. Il y avait un désaccord sur les contrats et donc il est parti de lui-même. Et il est agent libre. Il n'a pas de clause. C'est une fin de contrat, en fait. Voilà, c'est tout simplement une fin de contrat. Son contrat était déjà terminé de toute manière depuis un moment. Et donc voilà, il retourne à la vie indie. Notre Cesaro est donc avec Raphaël Hier et moi-même, on est revenu sur les 11 années passées par le Swiss Cyborg à la WWE. Et ma foi, bah écoute, mon papy, je sais pas, t'en as peut-être un petit mot à en dire. Ouais, je vais En écouter prélude, en apéro. Prélude. Bah, En apéro pour le peuple de catch-up. alors, d'accord, pour le problème de catch-up, je suis impatient de vous écouter en dire du bien de Cesaro. Bah, tout ce que je peux dire, c'est que du coup, à cause de Cesaro, bah, Mansour pourra pas aller en tag team à WrestleMania, et ça me fait vraiment mal au cœur. Mansour, si tu nous regardes, big up.
Allez, pas plus le catch-up. Si vous voulez retrouver donc toutes ces émissions, le Monday Night Raw, le comptoir de catch numéro 5 et cette présente analyse, eh bien c'est facile. Vous pouvez nous rejoindre sur la communauté catch-up de Discord. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, votre top, votre flop et votre note. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On a lancé un appel, hein, mon papy, hein, je spoil un peu, mais pendant le comptoir du catch consacré à Cesaro, parce qu'on aimerait bien l'avoir à l'antenne. Alors on a envoyé des invitations tous azimuts, des invitations à l'antenne, des invitations sur Instagram, des invitations sur Twitter, des invitations partout. Cesaro, si tu nous entends, viens parler à l'antenne de Catch Up. Et voilà, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team gériatrique of the day, le papy anti-Atemi. Merci mon papy. Bah, merci à toi, tonton, et bravo pour cette promo de compétition. Et puis, bah écoute, merci à vous, les auditrices et les auditeurs, de nous écouter si régulièrement, si chaleureusement et avec tant d'assiduité. Bon, je pensais par exemple au rétro catch-up consacré au Royal Rumble 92. On relance le truc, mais on aimerait bien que vous nous mettiez des petits coms sur ce que vous avez pensé et si vous, en particulier pour ceux qui se sont regardés en direct en même temps que nos commentaires. Donc on attend des retours. J'irai faire un tour sous les commentaires de la vidéo du Royal Rumble 1992. Répondez les gens. Oui, rétro catch-up. Répondez. Allez, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face et on enchaîne en vous collant un bridging O'Connor Roll pour le tomber. 1, 2, 3, victoire en filou de la team Catch Up. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Salut peuple de Catch Up. Et tonton? Oui, je suis là. Aussi, t'as une pensée pour Ringside quand t'as vu entrer Sacha? Ah mais complètement, mais de toute façon j'y pense à chaque fois. Ringside, on pense à toi.